Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. Nouveau départ dans les relations entre la Russie et l'Afrique. Un sommet relatif s'est ouvert aujourd'hui à Sochi. Vladimir Poutine promet de doubler les échanges commerciaux dans les 5 années à venir. Bangui a les pieds dans l'eau suite aux inondations causées par les précipitations et l'éclatement des digues de la rivière Ubangui. Des milliers de personnes se retrouvent sans abri et les autorités craignent une épidémie de choléra. Quelques 930 000 électeurs botswanais étaient aux urnes ce mercredi pour des élections générales dont le résultat s'annonce très serré. Le parti qui l'emportera devrait se mettre au travail pour relancer l'économie du pays. Bonsoir. Sochi, la station balnéaire russe sur les rives de la mer Noire, a servi de lieu de rendez-vous du tout premier sommet Russie-Afrique qui s'est ouvert ce mercredi. Moscou entend dynamiser ses relations avec le continent qui ont connu un ralentissement depuis la dislocation de l'Empire soviétique dans les années 90. Mais la Russie a toujours gardé des relations commerciales et militaires avec certains pays du continent, comme nous le dit Abdourahmane Dia. Ces dernières années, les relations commerciales entre Moscou et les pays africains ont connu un bond certes impressionnant, mais loin d'être satisfaisant de l'avis du président russe Vladimir Poutine. En 5 ans, nos échanges commerciaux ont presque doublé pour dépasser les 20 milliards de dollars. Mon homologue estime que c'est un grand chiffre, mais je ne suis pas d'accord. Mesdames et messieurs, sachez que 7,7 milliards de dollars proviennent du seul commerce avec l'Égypte, ce qui représente environ 40% du total. La Russie entretient avec certains pays africains des relations historiques. En Afrique du Sud, l'ANC, qui est aujourd'hui au pouvoir, a bénéficié pendant longtemps du soutien soviétique. Notre relation ne date pas d'aujourd'hui. Elle a duré de nombreuses années et ce fut une relation forgée dans la lutte. Et à bien des égards, l'Afrique du Sud, une Afrique du Sud libre, est ce qu'elle est aujourd'hui en grande partie grâce au soutien que nous avons reçu du peuple russe. Ce sommet Russie-Afrique est aussi l'occasion de revisiter la coopération militaire entre Moscou et certains pays africains. Nous croyons que les partenaires russes nous livreront aussi des moyens létaux au-delà de 14,5, ainsi que des véhicules blindés de transport de troupes, les véhicules de combat d'infanterie, des mortiers et d'autres artilleries permettant la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Mais la Russie veut aussi se défaire de cette image de pays fournisseur d'armes et promet une politique de non-ingérence en Afrique. Pour développer cette actualité, allons tout de suite en République centrafricaine. Un cas pratique de cette coopération Russie-Afrique, le président Faustin Archange Touadéra a demandé, on l'a suivi il y a un instant, à son homologue russe Vladimir Poutine de renforcer l'aide militaire russe à son pays. Notre invité ce soir, c'est Albert Yaloké Mopem. Il est porte-parole de la présidence centrafricaine. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, quelle analyse faites-vous de la qualité de la coopération entre la Russie et l'Afrique aujourd'hui de façon générale et en particulier avec votre pays, la RCA? Voilà. Je dirais plus généralement que nous avons toujours cru que l'Afrique est le continent de demain. L'Afrique ne peut plus être mis à la marge de l'humanité comme ça a été le cas des siècles derniers. Aujourd'hui, nous considérons que... Ouais, on a quelques petits soucis. Voilà, allez-y. Oui, je
dirais que l'Afrique est le continent de demain. Nous avons toujours cru à cela. Et l'Europe ne peut pas se faire sans l'Afrique. L'Asie ne peut pas se faire sans l'Afrique. Tous les continents qui comptent dans le monde ne peuvent pas se faire sans l'Afrique. Et l'Afrique ne peut pas faire sans l'Asie, sans l'Europe, etc. Sans l'Amérique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons conjuguer cette potentialité pour que l'Afrique rattrape tout le retard qu'il a connu depuis. Et en ce qui concerne la Fédération de Russie, la Fédération de Russie fait partie des pays qui nous ont tendu la main quand on était au plus fort de la crise. Vous savez que la RCA a connu une crise qui a vraiment bouleversé tous les fondamentaux du pays. Alors, dans cette logique-là, justement, Monsieur le ministre, dans cette logique-là, le président Faustin Archange Touadéra a fait une demande expresse à son homologue russe. Il a demandé des armes. Est-ce ce dont vous avez le plus besoin en ce moment? Mais bien sûr que oui. Vous savez que sans la paix, sans la sécurité, aucun développement économique ne peut se faire. Et voilà que depuis 2012-2013, cette crise a bouleversé, a casqué, a démoli tous les fondamentaux de la République, a démoli la cohésion sociale, a démoli le travail de développement que le pays a voulu entamer. Et partant de cela, une bonne partie du pays est occupée par des groupes armés lourdement armés. Et notre armée nationale, pendant l'entrée des rebelles en Centrafrique, a été complètement démolie et déstructurée. Il n'existe plus de forces de défense dans notre pays. Voilà. Voilà qu'à l'avènement du président Archange Touadéra, voilà, c'était le constat qui était fait. Merci, merci Monsieur le ministre. Merci beaucoup pour votre intervention. Je m'excuse, nous sommes pris par le temps. C'était donc Albert Ialoké Mokpem, il est porte-parole du gouvernement centrafricain. Des milliers de personnes se sont retrouvées, nous restons en Centrafrique, sans abri à Bangui, suite aux inondations causées par des précipitations, mais aussi par l'éclatement des digues de la rivière Ubangui. Les autorités locales craignent à présent une épidémie de choléra en raison du manque d'installations sanitaires. Arzouma Compaoré nous en dit plus. À Bangui, le district 6 n'est plus ce qu'il était. Ses habitants sont obligés de naviguer les eaux assez profondes pour se déplacer. Plus de 6000 personnes auraient perdu leur domicile des suites des inondations. Cela fait une semaine que nous souffrons. Nos maisons sont inondées, nos enfants et nous-mêmes sommes très mal en point. Nous ne savons pas où aller. C'est déplorable. Et nous voulons que le président vienne pour voir par lui-même. Après que les digues de la rivière Ubangui aient éclaté la semaine dernière, les habitants de ce quartier de Bangui, habitués aux inondations saisonnières, ont vu leur situation empirer quelques jours plus tard avec de nouvelles précipitations. Nous, Bangui Charia, a déplacé les niveaux, ça rentrait dans le quartier, ça a inondé tout le monde. Il y a des maisons écroulées que vous ne pouvez même pas arriver à voir là où les maisons sont écroulées parce que c'est au milieu de l'eau. Moi-même, je suis inondé, ma maison est dans l'eau. Au-delà des dégâts matériels, c'est une autre menace qui plane désormais sur cette partie de la ville. Toutes ces personnes qui habitent ici, ils ont des laundries, mais ces laundries-là vont être détruites. Les laundries sont sorties du trou pour être dans l'eau. Donc moi je pense que vraiment on a intérêt. On a intérêt surtout le ministère de la Santé qui prenne les dispositions déjà. Pour le député local To Sam Bensa, la pollution de l'eau de la rivière par les latrines informelles représente un réel danger pour la population. On a le risque de contamination des déchets avec les nappes phréatiques, mais avec les puits dans lesquels la population prend de l'eau pour pouvoir se satisfaire ses besoins. La République centrafricaine est au sommet d'un indice de vulnérabilité au changement climatique et figure parmi les pays les plus menacés par les inondations. La RDC et le Libéria sont d'autres pays exposés à de telles intempéries. La mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, a indiqué ce mercredi avoir renforcé la présence des casques bleus dans la région de Minembwe,
théâtre des violences intercommunautaires depuis plusieurs semaines dans l'est de la RDC, situé dans le territoire des Fizi, dans la province du Sud Kivu. La cité de Minembwe est le théâtre de violences depuis le mois de mai, après la mort d'un notable des Banyamulenge tué par des membres d'une communauté rivale. Des centaines de femmes opposées à un troisième mandat du président guinéen Alpha Condé ont défilé mercredi à Conakry au lendemain de la condamnation des principaux initiateurs des manifestations qui agitent la Guinée depuis une semaine et qui ont fait une dizaine de morts, alors que les défenseurs des droits de l'homme dénoncent les arrestations arbitraires, un usage excessif de la force par les services de sécurité et la culture d'impunité instaurée dans le pays. Le gouvernement a souligné que la marche des femmes avait été autorisée conformément au texte relatif à l'exercice des droits fondamentaux, donc la liberté de manifestation. Le Botswana a commencé à voter mercredi pour des élections générales qui s'annoncent comme les plus difficiles ou plutôt disputées de son histoire. Loué pour ses pratiques démocratiques et sa stabilité exemplaire, ce vaste pays d'Afrique australe, riche en diamants et en éléphants sauvages, est agité par une guerre fratricide entre son chef actuel, son chef d'État et son prédécesseur. Plus de détails avec Blanche Sano. Sur les 2,2 millions d'habitants que compte le Botswana, 930 000 électeurs inscrits sur les registres électoraux devront élire 57 membres de l'Assemblée nationale et 490 représentants de gouvernements locaux. Ce matin, près de 2200 bureaux de vote du pays ont ouvert leurs urnes dès 4h30 GMT pour permettre aux électeurs d'accomplir leur devoir civique. J'espère que le candidat qui gagnera sera capable de proposer des politiques adéquates qui amélioreront nos vies et définir une vision qui permettra au Botswana d'aller de l'avant. Ces élections sont libres et équitables, quels que soient les résultats, peu importe la façon dont les choses se passent. Je suis confiant et je vais tout simplement accepter le destin. Président du pays de 2008 à 2018, Yann Kama a cédé il y a 18 mois les rênes du Botswana à son vice-président Mokwesi Masisi, issu du même parti démocratique du Botswana. Aujourd'hui, il accuse son successeur de dérive autoritaire. Déterminé donc à lui faire mordre la poussière, il a claqué la porte du BDP qui dirige le Botswana depuis 1966 et a appelé à voter pour l'opposition. Je pense que nous avons pris la bonne décision de former une alliance avec les principaux partis d'opposition parce que l'idée était de faire en sorte que le BDP ne revienne pas au pouvoir le 23 octobre. Cette fronde fragilise aujourd'hui la position électorale dominante du BDP, mais le président se dit confiant et rassure ses partisans de l'émergence de son parti. Le BDP est rafraîchi, le BDP est avant-gardiste, dynamique, jeune et mobilise la jeunesse. Nous sommes le seul parti à parler d'économie du savoir. Nous sommes les seuls à promulguer des politiques et des programmes pour aller dans cette direction. L'élection s'annonce très serrée selon les analystes et seuls les électeurs devront trancher ce combat des chefs inédits. Quel que soit le vainqueur, il devra agir rapidement pour transformer l'économie du Botswana. Politique encore, respect de la loi, égalité entre tous les Tunisiens, renforcement des droits des femmes. Le nouveau président de la Tunisie, Kais Saied, a annoncé ce mercredi ses priorités en prêtant serment devant le Parlement avant de prendre ses fonctions. M. Saied succède au chef de l'État par intérim, Mohamed Ennasser, nommé pour 90 jours après le décès en juillet dernier de Beji Caïd Essebsi, premier président élu démocratiquement au suffrage universel en Tunisie. Quasi inconnu jusque-là sur la scène politique, cet ancien universitaire de 61 ans, spécialiste du droit constitutionnel et candidat sans parti, a été élu président le 13 octobre avec 72,71% des voix, prenant de court la classe politique. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Ici aux États-Unis, les regards se tournent de plus en plus vers la présidentielle de 2020. Nous irons au Texas où démocrates et républicains s'affrontent. Jadis fief des républicains, cet État n'est désormais plus un pari sûr pour le président Donald Trump. Voyage également au Maroc où les produits de beauté naturelle ont vu leur cote de popularité grimper chez les femmes. Boxer pour des médailles, mais surtout pour montrer que la femme peut se défendre. C'est le combat d'Hélène Baleke, une boxeuse ougandaise que vous verrez sur le ring. Ici aux États-Unis, environ 2 dizaines de républicains de la Chambre des représentants ont pris d'assaut mercredi les locaux sécurisés de la commission du renseignement de la Chambre des représentants dans le cadre de l'enquête de mise en accusation dirigée par les démocrates. Les législateurs conservateurs dirigés par le représentant républicain Matt Gaetz de Floride ont fait irruption lors de la déposition et ont demandé à être autorisés à assister à la procédure à huis clos au cours de laquelle des membres des 3 commissions parlementaires prévoyaient d'interviewer la secrétaire adjointe à la Défense, Laura Cooper. La scène chaotique avec les républicains bafouant les règles de la Chambre pour faire valoir un argument politique représente une nouvelle phase plus conflictuelle de l'attaque des républicains contre le président de la commission du renseignement, Adam Schiff, et contre cette enquête menée par les démocrates. Suite au changement démographique, le Texas, qui jusqu'ici était un fief républicain, n'est désormais plus un parti sûr pour le président Donald Trump en vue des élections de 2020. Le président dirige vers cet État beaucoup de ses efforts et de son temps de campagne. Ce mois-ci, il y a tenu son 3e rassemblement depuis le début de l'année. Notre correspondante à la Maison-Blanche, Patsy Widakwazura, s'est rendue à Dallas où les démocrates et les républicains se préparent à une grande bagarre électorale l'année prochaine. Dili Diko raconte. Profiter des manèges, aller voir les animaux et manger de la nourriture frite. La foire de l'État du Texas est un endroit pour tous, quelle que soit votre affiliation politique. Ils pensent toujours que le Texas est un État rouge. Pour cette raison, ils pensent aussi que nous avons tous des bétails, que l'on met des chapeaux de cowboy. Le Texas reste un bastion républicain, mais des sondages récents montrent que seuls 45% des électeurs enregistrés soutiennent le président Trump. Je n'aime pas la façon dont il traite les gens. Je n'aime pas ça. Je pense qu'il devrait mettre un peu de l'eau dans son vin. Ces mêmes sondages montrent que 48% n'ont pas l'intention de voter pour Trump en 2020. Cet État ne deviendra pas bleu. Les républicains disent que les enjeux sont de taille. Cette fois, il y a un réel face-à-face. Tous doivent se rendre aux urnes. En 2016, Trump a remporté l'État du Texas avec une avance de 9 points. 4 ans plus tôt, Mitt Romney avait creusé un écart de 16 points. Au sénatorial de 2018, Ted Cruz, candidat républicain à sa réélection, a battu de justesse le démocrate Beto O'Rourke. Compte tenu du fait que les zones rurales texanes soutiennent en général les républicains, il est trop tôt, selon les experts, pour parler du Texas en tant qu'État pivot. Le Texas est un État grandissant. Les villes également s'élargissent. Cet accroissement donne lieu à une augmentation du nombre d'électeurs démocrates. Les démocrates texans sont ravis de ces changements démographiques. Ils essaient également de séduire les indépendants. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas simplement contents des décisions prises par Trump. Et parmi ces personnes, il y en a qui avaient voté pour lui lors des élections de 2016. La plupart des analystes vont pour l'instant dans le sens de Donald Trump, mais ils préviennent que beaucoup de choses peuvent arriver en une année, en particulier dans le contexte de l'enquête sur une possible mise en accusation du président.
Et c'est l'heure de céder la place à Yacouba Ouedraogo pour les dernières nouvelles du monde sportif. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à tous. Grogne chez les Éthiopiens et Kenyans après le retrait du 5000 mètres de la Ligue de Diamant. Dans le cadre de ces réformes, l'Association internationale des fédérations d'athlétisme a décidé de retirer l'épreuve du 5000 mètres du programme de la Ligue de Diamant la saison prochaine. Cette décision n'est pas du tout du goût de l'Éthiopie et du Kenya, pays friands de cette distance. Ils commettent une erreur importante et c'est surtout dommageable pour les Éthiopiens, a déclaré l'athlète éthiopien Telaoun Bekele. Le retrait du 5000 mètres n'est pas le seul changement qui va intervenir en 2020 au programme des meetings de la Ligue de Diamant. Les courses disputées sur une distance supérieure à 3000 mètres ne seront plus au programme. En Europe, nouvelle date pour le Classico Barça-Real. La Fédération espagnole de football a annoncé avoir fixé au 18 décembre le match de club le plus suivi au monde. Ce Classico FC Barcelone-Real Madrid était initialement prévu samedi, mais reporté en raison des manifestations en Catalogne. Cette nouvelle date a été proposée par les deux clubs. La Liga avait dans un premier temps suggéré de faire jouer la rencontre à Madrid et d'organiser le match retour à Barcelone en mars, mais Catalans et Madriens ont refusé. Le Classico Barça-Real réunit, je le rappelle, environ 650 millions de téléspectateurs à travers le monde à chaque édition selon les chiffres de la Liga. Ici, en NBA, 2 matchs à sensation pour lancer la saison 2019-2020. Le champion en titre Toronto a eu besoin d'une prolongation, mais surtout d'un immense Pascal Siakam pour s'imposer à domicile aux dépens de la Nouvelle-Orléans, 130 à 122. Les Raptors, qui viennent de prolonger de 4 ans le contrat de Siakam, ont vu le Camerounais, qui gagnera désormais 130 millions de dollars sur la durée, sortir un match monstrueux avec 34 points, 18 rebonds et 5 passes décisives à son actif. À l'ouest, les Clippers, emmenés par la nouvelle star Kawhi Leonard, ont remporté la première bataille de Los Angeles face aux Lakers de LeBron James et d'Anthony Davis, battus 112 à 102. Retour sur le continent pour parler du noble art. Vous le savez, dans les bidonvilles africains, les clubs de boxe sont considérés comme un bon moyen de garder les jeunes garçons hors de la rue. C'est aussi pour eux un moyen d'exprimer leur frustration par le sport plutôt que par la criminalité et de les sortir de la pauvreté. En Ouganda, cependant, une femme est montée sur le ring, non seulement pour gagner des médailles, mais aussi pour permettre aux autres jeunes femmes de se défendre. Alima Atoumani l'a suivi à Kampala. Voici son reportage que j'ai repris pour vous. Hélène Baleke marchait une nuit dans le bidonville de Katanga, un quartier de Kampala, quand un jeune homme s'est approché d'elle et a commencé à la toucher. Je n'aimais pas que les garçons me touchent. Je savais que s'il le faisait, le résultat final serait la grossesse ou le VIH. Alors, quand il m'a tripoté, j'ai voulu me battre, mais il m'a tabassé. Baleke est rentrée chez elle, le nez ensanglanté. Elle n'a pas parlé de son agression à sa mère, ni la façon dont elle avait l'intention de s'y prendre. Elle a commencé à se faufiler hors de la maison tôt le matin pour s'entraîner à la boxe. Je l'ai attendue et quand elle est revenue, elle m'a dit « Maman, j'ai assommé une fille ». Et j'ai dit « Quoi? Tu as assommé une fille ?» Je lui ai dit « Tu seras battue, mais ne viens jamais ici en pleurant. Le jour où ils te frapperont l'œil et l'arracheront, ça sera ton problème. » Je n'étais pas du tout heureuse. La mère de Baleke s'est opposée à ce que sa fille pratique la boxe. Cependant, elle a continué à s'entraîner, à combattre et à gagner. En août, aux Jeux africains de Rabat au Maroc, elle a remporté une médaille de bronze, devenant la première boxeuse ougandaise médaillée chez les 18 ans. Baleke forme également certaines femmes, comme la coiffeuse Mourine Adjabo à l'autodéfense, et d'autres pour les aider à rester hors de la rue. Je vois tellement de filles, elles sont jeunes, elles boivent de l'alcool, elles tombent enceintes. Certaines attrapent le VIH. Elles ne peuvent pas prendre soin d'elles-mêmes, ni de leurs enfants. Elles fument de la drogue, elles prennent tout ce qui les défonce. Cela me fait mal. Le bidonville de Katanga abrite 20 000 citadins pauvres qui vivent dans des conditions de surpeuplement. Les femmes y sont souvent victimes d'actes criminels. Pour les aider à gagner de l'argent tout en continuant à boxer, Baleke a mis en place un atelier de couture. Qu'il s'agisse d'enseigner comment frapper un tissu avec une aiguille ou un adversaire dans le ring, Baleke participe activement à l'autonomisation des jeunes femmes dans ce bidonville de Katanga, dans la capitale ougandaise. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain.
Merci Yacouba et à demain donc. De femmes boxeuses à femmes belles, il n'y a qu'un pas que nous franchissons en parlant à présent de beauté ou plutôt de produits de beauté pour femmes. Les femmes de plus en plus sont exigeantes, elles sont nombreuses à préférer l'utilisation des produits naturels aux produits chimiques jugés potentiellement dommageables. Illustration au Maroc où, comme vous le verrez dans ce reportage, les produits de beauté naturels sont désormais très prisés par les Marocaines. Voyons cela avec Irénée Herman Ngbo. À Casablanca, des professionnels de la beauté dévoilent leurs derniers produits. Ici, les femmes préfèrent plus les produits faits à base d'ingrédients dont elles connaissent les valeurs nutritionnelles et rejettent de plus en plus les produits composés de façon synthétique. On arrive à faire avec ça un make-up parce qu'on a beaucoup de références, un make-up très naturel, surtout quand on fait la base, correcteur, fond de teint, on ne voit pas la base sur le visage. Et je trouve que c'est la chose la plus importante. Les femmes veulent peut-être un look parfait, mais elles sont plus prudentes. Elles recherchent des rouges à lèvres, des crèmes et des potions qui donnent un bon résultat sans effet néfaste. Celles qui achètent ici lisent attentivement la liste des ingrédients avant de s'engager. Le produit contre la vieillesse proposé demeure cependant toujours aussi populaire. Cette exposition offre à chacun la chance de voir les dernières compositions en matière de beauté. Cette année, nous venons avec de nouvelles technologies, essentiellement dans le domaine de l'amincissement, à travers la cryothérapie avec des équipements comme le cryocell qui est derrière nous, qui est un équipement essentiellement fait pour travailler sur de la graisse localisée par un système de congélation par le froid. Les marques sont aussi rigoureuses quant au choix des ingrédients qui entrent en ligne de compte dans la composition des produits de beauté. Plusieurs d'entre eux sont bien connus tels que le miel, l'huile d'argan, l'eucalyptus, la rose et l'anis. On note également un intérêt particulier pour les nouvelles technologies en ce qui concerne le traitement des cheveux. Des femmes toujours plus belles. Merci. Donc, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellente soirée à toutes et à tous.